Bonjour, c'est Virginie and you are watching French Truly TV, your destination to truly become a little bit French. Today we are in my cute little French village Pélussin, where I organize immersion weeks for people who quickly want to improve their French. Link below the video. I want to give you a little taste of Pélussin and show you some of the fab activities and people you'll get to meet during our week in Pélussin. So I'm building a series of interviews with them in French with French subtitles to help you discover the richness and beauty of the French country. Oh, and before I start, if you haven't already done so, go to my website, FrenchTruly.com, and sign up for my 3-step mini course to help you become a little bit French for free. Today, I am interviewing a woman called Valérie Mouton-Ferrier. She is an organic saffron farmer and she also gives cooking classes. She is remarkable. Watch this video, you will love her. She organically grows saffron. She also transforms it and teaches us what to do with it, all in French. Vous êtes prêts? Bonjour Valérie. Bonjour Virginie. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de qui tu es et puis aussi peut-être rapidement nous parler de ton origine? Est-ce que c'est l'agriculture? Est-ce que c'est la cuisine, etc. Oui, alors je suis safranière, c'est-à-dire que je cultive le safran. À l'origine, j'ai fait des études agricoles et puis j'ai travaillé un peu dans l'industrie, en lien avec l'agriculture, mais sans être productrice. Et à un moment où je n'étais plus en accord avec les valeurs de l'entreprise dans laquelle je travaillais, j'ai décidé de créer ma ferme de safran. Donc je fais pousser du safran et d'autres condiments. D'accord, magnifique. Alors, j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire que le safran c'est cher. C'est vrai? C'est vrai. D'accord. C'est l'épice la plus chère du monde. Mais je peux t'expliquer pourquoi. Oui, pourquoi? C'est l'épice la plus chère du monde parce que 1 gramme de safran nécessite 1 heure de travail au moment de la récolte. Le safran, c'est le pistil d'une fleur, donc c'est très léger. Et il faut 200 fleurs pour obtenir 1 gramme. Et donc on cueille les fleurs une à une. Et puis ensuite, on revient se mettre en général à l'intérieur, au chaud, parce que c'est en octobre, donc il fait un peu frais dehors. On vient se mettre au chaud, on reprend chaque fleur pour enlever le pistil. Et ensuite, il faut faire sécher ce pistil pour obtenir l'épice. Donc c'est assez long. C'est 1 heure pour 1 gramme, pour 200 fleurs pour 1 gramme. Voilà. Et 1 gramme, ça coûte aux environs de 30 à 35 euros chez nous. Voilà. Wow. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec 1 gramme? Et avec 1 gramme, on va pouvoir cuisiner pour 150 personnes. Ah oui, d'accord. C'est l'épice la plus chère, mais ça revient peu cher aux cuisiniers parce qu'on en utilise très peu. C'est très aromatique, ça a beaucoup de goût. Et donc on en utilise très peu. Et on utilise 1 à 2 fleurs par personne pour aromatiser un plat. 1 à 2 pistils. Donc dans 1 gramme, on a 200 fleurs. Donc on fait à peu près 150 assiettes, 150 portions par gramme de safran. D'accord, donc au final, c'est pas si cher que ça finalement. Si on fait une sauce avec de la crème et du safran, on va mettre le même prix de crème que de safran, à peu près. Oui, c'est pas le même poids. Plus de crème, d'accord, je comprends. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Alors, toi, est-ce que tu transformes, tu fais plusieurs produits avec le safran? Si exactement. Je produis le safran, je produis aussi des fruits. Et des plantes aromatiques. J'utilise les fruits pour faire des gelées et des confitures au safran. Et avec certaines plantes aromatiques aussi. Je propose aussi les plantes aromatiques seules, sans safran. Par exemple thym, pour faire ce qu'on appelle le bouquet garni. Oui. Donc le thym, la sauge, le romarin. Et il m'en manque un. Qui revient pas. Il reviendra plus tard. Je fais aussi un mélange provençal pour faire sur les grillades, donc voilà, avec du thym, de l'hysope, du romarin. Et je produis des cornichons qu'on peut voir un peu, voilà.
soit au vinaigre, soit lacto-fermenté, donc qui est une ancienne technique de transformation et de conservation des légumes, avec simplement du sel, de l'eau et du sel. Et il y a une fermentation naturelle qui se produit, qui est très bonne pour la santé parce que ça produit plein de probiotiques et de bonnes bactéries et de bonnes... C'est la méthode que tu utilises. Et c'est la méthode. Le vinaigre que tu utilises. Donc j'ai les deux. J'ai le vinaigre et le lacto-fermenté qui a un goût moins acide et différent. C'est une technique que l'on a un peu oubliée, sauf pour la choucroute. Le chou de la choucroute, c'est une lacto-fermentation. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc... J'allais dire, je pense que j'ai jamais essayé des cornichons. Non, lacto-fermenté peut-être pas. Mais en fait, c'était très très courant. Avec plein de légumes, on le faisait avant d'avoir des frigos, des réfrigérateurs. Oui. On mettait au sel des haricots verts, le chou, on le fait encore, mais des carottes, du céleri, voilà, et les cornichons. Et ça permettait de les conserver. Et on les conserve des années. Comme on conserve les cornichons maintenant. Comme on conserve les cornichons maintenant. Oh, alors ça, j'en apprends des choses. Alors, depuis combien de temps est-ce que tu es à Pélussin et pourquoi, si tu n'es pas d'ici, pourquoi est-ce que tu as choisi Pélussin? Pélussin, ça va faire 11 ans. D'accord. On est arrivé ici avec mon mari parce qu'on travaillait chacun dans une ville opposée. Et Pélussin était au milieu. D'accord. Et quand on a découvert le village, on est tombé amoureux du parc du Pilat, du village lui-même, parce qu'il y a beaucoup de richesses humaines, culturelles, sportives. Voilà. Donc on a choisi de s'implanter ici. On a fait construire la maison. Voilà, qui est un peu particulière, en bois, et voilà, avec des panneaux solaires. C'est la maison dans laquelle on est maintenant. Voilà. Là, on est dans la partie atelier qui a été rajoutée quand j'ai créé la ferme il y a 5 ans. Oui, en 2013. Bon, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Très bien. Alors, est-ce que tu travailles seule? Oui. Et est-ce que tu reçois des aides? Comment est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu as des aides de la collectivité ou des choses comme ça? Alors, j'ai l'installation agricole, puisque j'ai un statut de chef d'exploitation agricole, on appelle ça. C'est pas beau. Le mot exploitation non, est très joli. C'est ça, je préfère ferme. Oui, je comprends. A été faite dans des conditions qui m'ont permis d'avoir des aides. Donc c'est des aides de la région Rhône-Alpes, maintenant Auvergne-Rhône-Alpes, mais à à l'époque Rhône-Alpes, et de l'Europe. Voilà. Donc j'ai un fonds européen pour aider à l'installation des jeunes. Alors moi j'étais juste à la limite d'âge, mais je me suis installée jeune agriculteur. Ah bah parfait. Ah d'accord, donc l'aide de l'Europe c'est une aide jeune. Oui. Si tu avais été un petit peu plus vieille, tu n'aurais pas eu droit. Oui, c'est moins de 40 ans. Ah d'accord. Et... Moins de 40 ans, c'est on est jeune agriculteur. Ça me va très très bien. Voilà. D'accord. Alors, tu donnes des cours, tu organises des ateliers. Oui. Est-ce que tu peux décrire un petit peu cette activité? J'aime faire partager. En fait. Alors, il y a les deux raisons. C'est que pour compléter la vente de produits, parce que comme toute activité agricole, c'est soumis aux aléas climatiques. Et donc, il y a des années où j'en ai plus et des années où j'en ai pas assez. Et puis, il y a aussi le partage, la rencontre avec les gens, partager ma passion pour le safran. Donc, je reçois des groupes. Je fais des visites, particulièrement pendant la floraison, donc à l'automne, pour montrer ces champs de fleurs qui sont magnifiques. Je propose des ateliers cuisine pour apprendre à découvrir l'utilisation du safran. Comme c'est une épice qui est très chère, on a peur de l'utiliser, on a peur de la gâcher. Donc je montre que c'est pas si compliqué et qu'on peut en utiliser très peu, comment l'utiliser pour avoir le maximum d'arômes et qu'au final, ça mord pas. On peut l'utiliser sans crainte et facilement et qu'on n'en utilise pas beaucoup. D'accord. Et tu viens de parler des aléas climatiques. Oui. Tu m'as parlé avant d'un problème de rats. Oui. Je veux juste que les gens comprennent bien que toi, tu es en bio. Oui, donc, tout à fait. C'est vrai que c'est évident pour moi, donc j'ai oublié d'en parler. C'est un grand plus quand même.
C'est une culture biologique et même au-delà de ça, j'essaye d'être dans un esprit de permaculture, donc de recréer un écosystème pour que ça soit stable. Donc ça, c'est un travail de longue haleine, donc c'est pas encore arrivé au bout. Et effectivement, il y a des rats qui creusent des galeries qu'on appelle les rats taupiers et qui adorent les bulbes. Particulièrement en hiver, le safran est très sucré, le bulbe est en plein multiplication, donc il est très sucré et les rats taupiers adorent les bulbes de safran. Et sans poison, il est difficile de réguler ça, donc voilà, ça a créé des dégâts dans une de mes planches. Oui, donc c'est bien pour toi d'avoir plusieurs possibilités. Voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai cette autre production de cornichons et d'autres plantes condimentaires pour essayer de stabiliser la production globale et voilà, continuer l'activité. Et oui. Et tout à l'heure, tu m'as parlé de fruits. Oui. Tu cultives des fruits aussi? Oui, alors c'est uniquement pour ma production de confiture, mais pommes, raisins. Je fais des cueillettes de pissenlit et d'acacia, donc les fleurs là, en cueillette sauvage dans le pilat. Et ça, tu le rajoutes aux confitures? Et je fais une confiture une gelée de pissenlit au safran, qui est très très appréciée. Mais ça, j'imagine même pas le goût que ça peut avoir. Ah oui, il faut venir goûter. Ah bah oui, obligé. Obligé. Et coin en fruits, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un peu de poire selon les années. Abricot. Abricot, c'est très très bon. Abricot safran, c'est très très bon. Abricot safran, ça donne envie en tout cas. Donc du coup, ça me fait passer à ma dernière question. Est-ce que tu as des recettes préférées pour toi et puis pour partager avec les gens? Oui. Parce que moi, je connais pas du tout en fait le safran, donc j'imagine même pas ce qu'on peut faire. On me dit safran, je vois le riz jaune de la paella, mais... Ah, c'est un bon début déjà. Alors peut-être ma recette préférée, c'est la crème au safran. Il suffit d'ajouter du safran dans de la crème, on laisse infuser. C'est l'astuce principale à connaître, c'est de laisser le safran infuser pour qu'il libère ses arômes. La couleur est quasi immédiate, mais le goût a besoin de temps pour apparaître. Donc on met le safran dans la crème et on laisse infuser peut-être toute une nuit si on a le temps. Et le lendemain, on a une crème qui est jaune d'or, magnifique et qui est parfumée, qu'on va pouvoir simplement ajouter sur des Saint-Jacques, des coquilles Saint-Jacques poêlées. C'est tout simple. Et c'est très très bon. Voilà. J'aime beaucoup le thé au safran. Tu as pu goûter? Oui, j'ai goûté. Voilà. Donc tu nous as expliqué que ça enlevait... et ça enlève l'amertume. C'est du thé vert et le safran atténue l'amertume du thé vert. Et il apporte son petit goût en fin de bouche, voilà, son petit goût délicat. C'est puissant mais délicat le safran. Oui. C'est pas une épice brûlante comme un poivre ou un piment ou même certains currys. Quand on met un petit peu trop de curry, on va masquer tous les arômes. Ça brûle, brûle juste, ça fait rien d'autre. Le safran, il est exhausteur de goût, il va renforcer les autres ingrédients. Et lui, il vient en arrière-goût, en fin de bouche, comme on va pouvoir le dire sur un vin, en fin de bouche, et une note délicate et persistante. Mais pas du tout, il écrase pas, il accompagne et il sublime les autres ingrédients du plat. C'est très intéressant pour ça. Et en dessert? En dessert, moi j'aime beaucoup faire des petits choux, des chouquettes, des choux sucrés, des petits choux au safran. Simplement, on ajoute le safran. Fait partie de la pâte ou dans la pâte. Non, dans la pâte. On met dans la pâte à choux et ça change sans... toujours en subtilité, c'est-à-dire qu'on garde le chou sucré, voilà. Mais il y a quelque chose en plus. D'accord. Voilà. Et ça, est-ce qu'il faut laisser reposer dans la pâte aussi comme la crème ou non? Alors dans la pâte, comme on va avoir le temps de faire la pâte et ensuite le temps de cuisson, on n'est pas forcément obligé de faire infuser longtemps à l'avance. On peut le mettre dans c'est la seule exception, c'est la pâtisserie. On le met au début de la préparation, mais comme on a ensuite le temps de cuisson et le temps de refroidissement, donc ça, on peut l'utiliser directement dans la préparation. D'accord, parfait, merci beaucoup. Avec plaisir. On a tous envie de venir faire des ateliers avec toi maintenant, de découvrir le safran. À très bientôt. Merci Valérie. Watch my other All in French with French subtitle videos where I'm interviewing outstanding people from Pélussin who will be part of our full French immersion weeks here in Pélussin. I'm adding the link below.
And don't forget to sign up for your free course, 3 steps to help you become a little bit French, which you will find on my website, FrenchTruly.com. Merci beaucoup. Au revoir.